Bonjour, je présente aujourd'hui la 79e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, celui du Rassemblement pour la démondialisation. Elle porte sur le 6e principe fondamental de politique économique que je propose pour réencastrer l'économie dans la société et dans la nation. Il s'agit d'éradiquer l'esprit de marché, promouvoir les valeurs du bien-vivre. Je rappelle les 6 principes que j'ai développés. Principe 1, organiser la délibération publique pour définir les besoins de la population. Principe 2, définir les domaines stratégiques nécessaires à la satisfaction des besoins de la population et planifier leur mise en œuvre. Principe numéro 3, transférer ou restituer à la nation les entreprises stratégiques. 4e principe, engager la mutation écologique du mode de production. Principe 5, sortir le travail, la terre, la monnaie et le commerce international de l'univers du marché. Et le dernier principe, le 6e, que nous allons traiter aujourd'hui, éradiquer l'esprit et la mentalité de marché, promouvoir les valeurs du bien-vivre. Dans la société capitaliste centrée sur le marché, la vie quotidienne est envahie par toutes sortes de marchés. Ils sont fondés sur les motivations du profit résultant du rapport de force concurrentiel pour ceux qui mettent les produits et services sur le marché et bien souvent par le paraître ou la jalousie pour l'acquisition des biens et services qui ne relèvent pas de la subsistance. Telles sont les échelles de valeur dans la société capitaliste qui, dans toutes ses dimensions essentielles, devient soumise à des objectifs lucratifs. Ce n'est pourtant pas dans la nature de l'être humain, car les historiens et anthropologues ont montré que l'être humain n'agit pas globalement pour son simple bénéfice personnel dans les affaires économiques et plus généralement dans la société. La nature de l'homme ne le pousse pas spontanément à échanger ou à chercher un gain matériel. L'anthropologie et l'histoire révèlent au contraire une variété de motivations humaines, comme la solidarité, le devoir, le statut, l'honneur, à côté de la recherche du profit. Pour Aristote, la vie bonne, comme il l'appelle, est pervertie en un désir de bien physique. La vie bonne, hormis la satisfaction des besoins substantiels, c'est-à-dire les besoins de subsistance, est celle de l'élévation que procure le théâtre, le service que l'on rend en participant par exemple à un jury populaire, une campagne pour des élections, l'exercice d'une charge publique, etc. La mentalité de marché est obsolète et dangereuse. Elle doit être éradiquée. Les motivations dominantes ne doivent plus être économiques. Le marché est une création récente. Il n'est pas une loi de développement économique. L'économie de marché, contrairement à une croyance savamment entretenue, résulte d'une discontinuité historique. C'est une rupture radicale et non l'aboutissement d'un processus millénaire d'évolution graduelle des sociétés et de l'économie en particulier, fondé sur la prétendue propension naturelle de l'homme à troquer et à échanger. Dans le monde antique, par exemple, l'activité économique ne passe pas de manière significative par le marché. Le commerce et les usages de la monnaie qui existent n'impliquent pas nécessairement les marchés et ont existé séparément pendant la plus grande partie de l'histoire économique. Des marchés, comme on dit, non faiseurs de prix, ont ainsi longtemps existé avant l'apparition des premiers marchés faiseurs de prix dans la Grèce des périodes classiques et hellénistiques. Ce n'est que dans l'économie de marché moderne, impulsée par le capitalisme, que ces différents éléments se trouvent intimement reliés et constituent un système intégré. Dans les économies antérieures, en particulier antiques,
ils entraient dans des arrangements institutionnels réglés principalement par la réciprocité ou la redistribution, qui ne remettaient pas en cause l'imbrication des activités économiques dans les institutions non économiques de la société. Le commerce extérieur et certains usages de la monnaie sont aussi vieux que l'humanité, comme les dettes et les obligations. Ce sont des phénomènes primitifs qui ont précédé l'existence des marchés. À l'origine, les prix sont établis par la tradition ou l'autorité politique. Le changement de prix, lorsqu'il intervient, résulte également de méthodes institutionnelles et non de méthodes de marché. Même là où des éléments de marché sont présents, ils n'impliquent pas nécessairement l'existence d'un mécanisme de prix, offre-demande. Le commerce apparaît à première vue comme le mouvement des biens sur le marché et la monnaie comme le moyen d'échange qui facilite ce mouvement. On ne peut plus défendre ce point de vue à la lumière des découvertes de ces dernières décennies. Par exemple, dans sa recherche sur l'origine de certaines institutions économiques, Max Weber, l'un des premiers, a montré que le commerce avec l'étranger a précédé le commerce interne, que l'emploi de la monnaie pour l'échange trouve son origine dans la sphère extérieure. Les marchés organisés se sont d'abord développés dans le commerce extérieur. Le commerce peut être défini comme une méthode d'acquisition de biens qui ne sont pas disponibles sur place. C'est une activité extérieure au groupe, l'acquisition de biens situés à distance. Il existe ainsi le commerce non fondé sur le marché, essentiellement le commerce de dons et le commerce administré, et d'un autre côté, le commerce de marché. Le commerce extérieur s'est donc développé avant le commerce interne, avant la monnaie et avant les marchés. Cependant, l'idéologie dominante prône l'unité inséparable du commerce, de la monnaie et des marchés. Là où on observe du commerce, on suppose la présence de marchés. Et là où la monnaie est manifeste, on suppose l'existence du commerce, et donc des marchés. Mais la plus grande partie de l'histoire économique, le commerce, les usages de la monnaie et les éléments de marché ont pourtant été présents séparément. C'est le commerce extérieur qui a commencé à pénétrer dans les marchés locaux et non l'inverse. Il a transformé progressivement ces derniers, strictement contrôlés par le prince, en marchés, comme on dit, faiseurs de prix, fluctuant plus ou moins librement. Apparaissent ensuite des marchés à prix variable pour les facteurs de production, c'est-à-dire le travail et la terre. Seuls les marchands et les banquiers utilisaient couramment la monnaie. Le domaine des prix était réservé au grand commerce et à la finance, tandis que la plus grande partie de l'économie demeurait rurale et globalement non commerciale. C'était la vie de voisinage qui prévalait. Très peu de biens circulaient. Les profits résultaient des différences relativement stables de prix entre des lieux éloignés, plutôt que de fluctuations exceptionnelles de prix sur les marchés locaux. Le mécanisme d'offre-demande-prix, c'est-à-dire le marché, est ainsi une institution relativement moderne, dotée d'une structure spécifique. Il n'existe pas, au cours de l'histoire, de tendance universelle chez l'être humain à être mu essentiellement par l'appât du gain. Pour l'idéologie néoclassique, la nature de l'être humain est d'être froid, calculateur, rationnel, individualiste, motivé par la concurrence et l'appât du gain. C'est ainsi que la société du XIXe siècle, le capitalisme, a été organisée de telle manière que l'on a fait de la faim et de l'appât du gain les seuls mobiles effectifs de la participation de l'individu à la vie économique. Il en a résulté l'image totalement erronée d'un homme
mus exclusivement par des incitations matérialistes. Des historiens, sociologues, anthropologues, archéologues ont pourtant révélé diverses motivations non orientées vers le profit qui poussaient l'homme à produire. Parmi les principes fondamentaux qui ont présidé au développement des institutions économiques originelles des sociétés, le besoin de maintenir la solidarité collective occupe la première place. Il existe néanmoins un net contraste entre les rapports humains intérieurs au pays et les relations avec l'étranger. Ici domine la solidarité, là l'antagonisme. Cette pratique marchande exacerbée, une fois imposée, allait pervertir de façon désastreuse la vision que l'homme occidental avait de lui-même et de la société. L'esprit du marché aboutit désormais à déterminer la presque totalité de la société. Les motivations, les comportements, les institutions, les lois sont devenues spécifiquement économiques, uniquement orientées pour servir l'économie. On peut même se représenter l'évolution du système capitaliste comme fonctionnant sans l'intervention d'une autorité humaine, d'un État ou d'un gouvernement, en pilotage automatique en quelque sorte. C'est déjà le cas dans certains domaines, avec la prolifération d'instances indépendantes, comme l'on dit. Les critères de Maastricht, par exemple. Dans ce cadre, aucune exigence légale d'égalité est nécessaire, en dehors de la préservation de la propriété et de l'application des contrats. Cette évolution correspond au caractère séparé de l'économie vis-à-vis de la société établie au XIXe siècle. L'économie de marché est devenue une société de marché, aux effets gravement déstabilisants. La formation révolutionnaire d'une économie de marché s'est accompagnée de l'apparition d'une société de marché, soumettant la société entière au mouvement autonomisé de son économie. Le culte de la concurrence, sous la forme de la recherche de la compétitivité, provoquant la guerre de tous contre tous, la marchandisation du monde, ont des effets déstabiliseurs inimaginables. Le système de marché a violemment déformé notre vision de l'être humain, de la société, de la nature.